tous et à toutes. Je m'appelle Christian Debouc, je suis le modérateur de cette table de discussion. J'ai 20 ans d'expérience en continuité, en résilience, et depuis, on va dire, 2016, je travaille très régulièrement avec les départements sécurité pour mettre en place tout ce qui est business continuity, IT continuity, résilience opérationnelle. J'ai encore un peu du mal à switcher de l'anglais au français, désolé pour cela. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir deux talents incroyables. Alors, à ma gauche, Ladies First, nous avons Tamara Baidoun. J'espère que je prononce correctement. C'est correct. Et à ma droite, Raymond Razafi Mamonji. Je suis l'Europe qui fait le lien avec l'Afrique et je suis la terre qui fait la frontière entre l'eau et le feu, parce que les discussions préparatoires que nous avons eues ont été très animées et ça laisse présager d'un débat absolument passionnant pour le sujet d'aujourd'hui qui touche au Cyber Resilience Act et à l'influence du Cyber Resilience Act sur l'Internet des objets. Alors bon, peut-être on peut introduire le débat et le sujet en espérant que le buffet se vide et que quelques personnes nous rejoignent encore par la suite, par quelques chiffres clés. Pourquoi et quel a été le déclencheur du besoin ou du besoin éprouvé par l'Europe ou par l'Union européenne pour développer un Cyber Resilience Act. Alors nous avons la vision d'abord de Tamara au niveau des chiffres. Je vais me présenter. D'abord peut-être. Oui, non, je suis trop impulsif. Désolée. Non, mais ça va. C'est que je suis Tamara Baidoun, je suis docteur en droit. J'ai fait des études en master professionnel juriste d'affaires et droit des affaires internes et internationales. Et j'ai décidé depuis quelques années, puisque je gère un groupe de sociétés qui est basé aussi bien en Amérique qu'en Europe, qu'au Moyen-Orient, de m'initier un petit peu à tout ce qui est RGPD et je suis devenue DPO certifiée. Et là, je suis aussi, j'ai ma propre boîte et je suis DPO externe de plusieurs sociétés ici en France et je fais des formations aussi sur le RGPD. Merci pour l'introduction, Christian. Désolé. Et là, on parle d'objets connectés et ça devient un must dans notre vie de tous les jours. Personne n'a pas une montre connectée, même les enfants les plus jeunes demandent une montre connectée. On a les Smart TV à la maison, au bureau et partout, là où on marche, on a des caméras de vidéosurveillance. Et on trouve que ces objets sont partout, on voit comme une invasion de ces objets. Mais comment ces objets sont contrôlés, surveillés, commercialisés? Les données qui sont prises de ces objets, comment sont exploitées, traitées. Et là, on a eu, par exemple, plusieurs incidents qui ont déclaré qu'on a besoin d'avoir un cadre juridique qui organise en quelque sorte ou fait un ordonnancement de toutes les règles juridiques, aussi bien que techniques. Monsieur Raymond va nous parler beaucoup plus sur ça, qui deviennent de plus en plus une nécessité dans notre vie. Et c'est là où le Cyber Resilience Act va intervenir. Je vous donne quelques petits chiffres. C'est sur, par exemple, quand Kaspersky a fait une étude qui est sortie récemment en 2023, il a découvert qu'en 2019, on avait 105 millions d'attaques, alors que le chiffre, il a augmenté depuis 2018 9 fois. Alors, on est obligé un petit peu d'adresser cette problématique avec un certain sérieux pour se prémunir et anticiper, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui commence aussi à être un must dans notre vie de tous les jours, il y a un certain danger qui apparaît. Et on va parler de ça pendant la conférence et la table ronde qui a rapport avec la responsabilité civile des robots et des machines quand il y a un danger et quand un préjudice a lieu. Alors, pour moi, c'est une nécessité, le Cyber Resilience Act. Et ça sert je vais pas parler maintenant de tout, puisqu'on va poser des questions.
mais les chiffres, les attaques contre les objets connectés ont augmenté de 31% au premier semestre 2023. Je donne la parole à Raymond qui a beaucoup plus de chiffres à nous donner. Bonjour à tous. D'abord, tu peux peut-être te présenter aussi, parce qu'on a fait les choses un peu à l'envers, dire qui tu es, quels sont tes domaines d'expertise, et alors là, effectivement, nous donner les chiffres que toi, tu as en ta position et qui sont encore un peu plus effrayants, si c'est possible. D'accord. Bon, le but n'est pas d'avoir peur, mais justement, l'objectif, c'est de réparer la peur et d'essayer de maîtriser la technologie en mettant des règles sans en faire trop. Donc, je me présente avant tout. Je m'appelle Raymond Razafi Mamounji. Donc, moi, je suis, on va dire, je suis un vrai technicien au sens propre, on va dire. J'ai fait tout, à peu près. Donc, je suis issu de l'électrotech, du télécom, du réseau, mais aussi de l'applicatif et aussi du management. Donc, j'ai un background vraiment from the bottom, on va dire. J'ai fait CAP BP électrotech, bac STI génie électrotech, du temps génie électrique, du temps génie des télécoms et réseaux, licence télécom et réseau, et je suis ingénieur généraliste du CESI. Je suis expert dans ce qu'on appelle le DevSecOps et le NoOps. Ce sont des mouvements que j'ai co-initiés. J'ai aujourd'hui l'expertise en Europe sur ce qu'on appelle le NoOps. Je suis aussi chercheur en supercalculateur. J'ai co-créé le seul et unique supercalculateur qu'on a en France et en Europe. Ça s'appelle Julio Curie, sur lequel on s'est beaucoup basé à 98% sur l'open source. Voilà. Et avec des technologies américaines aussi. Donc, il y aura les débats, on va dire, sur la souveraineté aussi. Voilà. Et en parallèle avec ça, je suis aussi dirigeant d'une entreprise. Donc, c'est une petite entreprise, hein, présente dans 4 pays aujourd'hui, à Vancouver, North America, Montréal, North America, à Düsseldorf, Germany, Rhine-Brittany, et ici, l'headquarter à Paris. Et récemment, on a ouvert un bureau à Madagascar, on a 45 ingénieurs. Et remercions le bon Dieu, pendant ces 3 dernières années, on a fait une croissance consécutive de 100%, on va dire. Voilà. Donc cette année, on a dépassé un peu la croissance de 100%. On est spécialisé, on va dire, avec 30% de nos effectifs qui travaillent. On arrive à s'autofinancer. On n'est pas une société endettée. On arrive à s'autofinancer et on fait 70% de R&D, donc de l'open source, principalement. Et donc, oui, je connais très bien ce monde, voilà. Donc, on est spécialisé dans le consulting, dans le training et dans la R&D. Et je connais très bien ce débat sur, que ce soit la souveraineté, que ce soit sur la cybersécurité, parce que justement, tout à l'heure, on aura l'occasion avec Tamara de parler du... ce qu'on appelle security by design. Voilà, voilà. Nous, on appelle ça depuis longtemps le DevSecOps. Voilà. Donc, j'aurai le temps de vous expliquer ça concrètement là-dessus. Mais pour en revenir à notre mouton sur l'IoT et pourquoi le CRA. Oui, l'IoT aujourd'hui fait partie intégrante de notre vie. Que ce soit les montres connectées, que ce soit le réseau en elle-même, parce qu'avant tout, il faut savoir que l'IoT, ce n'est pas des objets connectés, mais c'est un réseau dans le réseau. Voilà. Donc, c'est un réseau aujourd'hui qui est en train de surpasser le réseau Internet qu'on connaît. Et ce réseau, il a connu cette année une croissance de 600%. Voilà. Et selon le rapport 2003 de Checkpoint, par exemple, donc tout le monde connaît le firewall Checkpoint, voilà, Juniper, ainsi de suite, ce sont ou Cisco, voilà. Donc ce sont les firewalls les plus populaires qu'on connaît tous dans le monde infrastructure. Donc selon lui, aujourd'hui dans le monde, plus d'une entreprise sur 2, 54% des entreprises ont été attaquées via l'IoT. Donc vous tous, moi ici peut-être, on a déjà été attaqués sans le savoir, voilà. Et ces attaques, donc entre 2022 et aujourd'hui, ont connu une croissance de 41%. Et bizarrement, le pays, le continent qui a été le plus attaqué au monde aujourd'hui, c'est-à-dire avec 70 attaques par semaine et par entreprise, c'est l'Europe. L'Europe continentale, je ne parle pas de l'UE, donc l'Europe avec 746 millions d'habitants. Vient ensuite la PAC, donc l'Asie-Pacifique. Pourquoi ? Parce que les premiers constructeurs en IoT au monde, c'est tout d'abord la Chine.
Voilà. Ils ont aujourd'hui le lead sur l'IA, mais ils ont aussi le lead sur le HPC, c'est-à-dire les supercalculateurs, et ils ont aussi le lead sur l'IA. Voilà. Donc, par la suite, viennent l'Amérique latine, donc avec 667 millions d'habitants, puis l'Amérique du Nord, donc ça comprend les États-Unis et le Canada, avec 780 millions d'habitants, et en dernier, bien évidemment, l'Afrique, avec 37 attaques par semaine et par entreprise. Ce n'est pas étonnant, parce que leur taux de pénétration dans le digital est encore assez faible. Mais ce qu'il faut faire attention avec ces chiffres, c'est que ces chiffres va représenter en 2025 10 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces hacks génèrent aujourd'hui 10 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. Et en 2025, on aura 42 milliards d'appareils connectés. C'est 3 fois la dette de la France, 4 fois le PIB de la France en 2022. Donc, oui, ça devient un sujet d'inquiétude. Pourquoi? Parce on va dire, aujourd'hui, l'IoT, on l'utilise quasiment de façon instinctive. On a tous des objets connectés. On a des caméras IP. Sauf que le problématique de ces devices, ils sont souvent fabriqués avec des systèmes à moindre coût. Donc des systèmes embarqués avec des distributions Linux, voilà, et des configurations génériques. Donc grâce à l'automatisation, on déploie ça beaucoup plus rapidement. On arrive à vendre ces outils comme du pain. Voilà, très bien. Mais après, au niveau de la sécurisation, on ne peut pas les personnaliser. On ne peut pas mettre des certificats, par exemple des certificats SSL qui vont se renouveler tous les ans dedans. On ne peut pas mettre des serveurs d'authentification type authentification à 2 facteurs sur quelque chose qu'on va vendre entre 20 € et 50 €. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que si on veut démocratiser l'IoT, il faut aussi le vendre à un prix accessible, pas à un prix coûtant, pas au prix de l'iPhone. Voilà. Donc, c'est une vraie problématique. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des attaques faites par les IoT, si vous avez eu le souvenir de Mirai, donc Mirai, c'est un malware qui a paralysé quasiment le monde entier en octobre 2016. Voilà. Donc, c'est un bot qui n'a pas été fait par un hacker, mais qui a été fait par un geek, un gamer si vous voulez, qui n'était pas satisfait des services de PlayStation, le service en ligne de PlayStation. Donc, ce qu'il a fait pour se venger de PlayStation, il est allé sur le dark web, donc avec le réseau Tor, que vous connaissez tous, voilà. Et donc, une fois qu'il était dedans, il a dit, OK, bah, je vais louer Mirai. Il a loué Mirai. Aujourd'hui, si vous voulez attaquer quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le hacker as a service. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes SaaS où vous pouvez avoir directement des solutions prêtes pour attaquer n'importe qui. Voilà. Et donc, ça se démocratise. Ça se banalise actuellement. Si vous voulez traquer votre partenaire, vous n'avez pas confiance en lui, vous pouvez télécharger n'importe quelle application qui va déployer des keyloggers dans votre smartphone, sur votre PC, en un seul clic. Et ça se démocratise totalement aujourd'hui. Et donc, comment ça s'est passé, Mirai? C'était en 2016. Écoutez bien, c'était en 2016. Et quand ce gamer a lancé Mirai, en 2 clics, il a attaqué 2 millions de caméras IP qu'il a réussi à transformer en zombies. Et ces caméras IP a attaqué le fameux serveur DynDNS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas DynDNS, c'est un opérateur qui permet de mettre à jour les adresses IP dynamiques en utilisant un nom de domaine. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un site web sur votre serveur, il faut payer les adresses IP statiques. Voilà, ça a un coût. Il faut acheter un nom de domaine qu'il faut faire correspondre à cette adresse IP. Comme dans un annuaire, vous avez votre numéro de téléphone qui est stable, qui doit correspondre avec votre nom et votre prénom. Mais si votre numéro de téléphone change tout le temps et qu'on veut vous joindre, donc on peut vous appeler aussi directement par votre nom et votre prénom. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est ce qui existe sur WhatsApp. À partir du moment où vous avez un login, même si votre numéro change, il se met à jour. Voilà, parce qu'il y a un annuaire.
Bah, DNS fait pareil. Et donc, à l'époque, quand les startups ont commencé, Google, les Fangman, si vous voulez, Netflix, ils ont tous utilisé, comme moi-même j'ai commencé en 2006, j'ai utilisé DNS. Parce qu'à l'époque, ça coûtait trop cher d'acheter des adresses IP statiques. Et donc, DNS fonctionnait très bien. C'était gratuit aussi. Et puis, ce jeune a attaqué DNS, là où tout le trafic mondial se passait. Il injectait 1 téraoctet d'attaque par déni de service par seconde. Et en une journée, tout le monde, je pense là, a encore ce souvenir, tous les Fangman sont tombés. Google, Amazon, Facebook, Netflix, Twitter. Il n'y a pas eu de solution. Voilà. Donc, il a fallu attendre un moment, une semaine, pour réparer ça. Et bien évidemment, le gamer a été arrêté par le FBI. Voilà. C'est pour vous dire la facilité aujourd'hui de hacker les devices. Le pire dans tout ça, c'est qu'un an après, donc, il y avait un chercheur qui s'appelait Pierre Kim, un chercheur indépendant, qui a sorti un CVE donc, sur Mirai. Et il l'a publié en ligne. Ce qui s'est passé, c'est quand il a publié ça, et qu'il a alerté donc, les opérateurs comme Trend Micro, bah, les opérateurs, on va dire, n'en prenaient pas compte. Voilà. Il a dit c'est juste un chercheur indépendant qui a envie de se faire connaître. Mais quand on publie des CVE en public, comme nous tous ici on a l'habitude de faire, bah ça a été consulté par des pirates. Et donc les pirates ont forqué Mirai pour le transformer en Père Sirail. Et c'était la deuxième plus grande attaque IoT de toute l'histoire. Et c'était en 2017. Voilà. Et c'est là donc qu'après, les fabricants de devices se sont dit, OK, il est peut-être temps de changer notre façon de faire. Et c'est là que je pose la question. OK, c'est très bien le CRA. Moi, c'est encore une boîte noire pour moi. Voilà. Moi, je suis un techos, comme je vous ai dit. Donc, je vais demander l'avis à Tamara pour nous dire qu'est-ce que ça nous apporte concrètement alors le CRA. Alors, toujours, le but ultime, c'est de protéger le maillon faible. Mais d'habitude, si on ne prend pas des initiatives étatiques pour le faire, c'est très difficile qu'un fabricant ou qu'un éditeur de logiciels ou qu'un distributeur ou qu'un importateur prenne l'initiative lui-même de se poser ou de s'imposer des obligations. C'est d'où l'importance du Cyber Resilience Act qui, pour protéger l'utilisateur, a beaucoup d'ambitions. Parmi ces ambitions, c'est autoriser uniquement la commercialisation de produits présentant le moins de vulnérabilité. Et là, on parle, comme tu as dit, Raymond, que si on a accès à un objet qui n'est pas du tout cher, est-ce qu'on va acheter l'objet qui n'est pas cher, malgré le fait qu'il n'y a pas d'assurance et il n'est pas certifié conforme Union européenne, par exemple? La deuxième ambition, c'est obliger les fabricants à assurer la cybersécurité de leurs produits pendant tout le cycle de vie de ceux-ci. Parce que le fabricant, quand il vend le device et qu'il n'est plus responsable par la suite, il a fait son affaire, il a gagné l'argent. Alors ça relève de la responsabilité de l'utilisateur de se prémunir. Et dans la relation commerciale, ce n'est pas correct de mettre toute la responsabilité sur l'utilisateur. C'est pour cela qu'on est en train de mettre en place un cadre juridique à travers le Cyber Resilience Act pour inciter les fabricants, les éditeurs de logiciels, les importateurs, les distributeurs et même chaque personne physique qui aura introduit une modification substantielle sur un objet d'Internet de premièrement tenir informés les utilisateurs au cas où ils découvrent une vulnérabilité. Et le CRA va au-delà même de cela en imposant des deadlines ou des temps limites, c'est 24 heures par exemple. C'est aussi sérieux que ça. La deuxième chose, c'est que pendant tout le cycle de vie, il est responsable de ce device qu'il a vendu, de cet objet d'Internet qu'il a vendu. Et ça permet aussi aux acheteurs d'avoir plus de transparence sur les mesures de cybersécurité incluses dans les produits. Ça assure, depuis le bon matin, on parle de la continuité. La continuité, ce n'est pas seulement de vendre un produit, c'est aussi d'assurer la sécurité de ce produit et d'informer l'utilisateur d'une faille
et d'assurer les mises à jour. Et ça, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Ce n'est pas une opération ponctuelle de vente. Et c'est pour cela qu'on essaye de mettre en place un cadre juridique à travers le Cyber Resilience Act. Maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de défis, si tu veux, techniques et juridiques. Et c'est pour cela qu'il y a eu un élément temporel, une phase transitoire qui a été mise en place et qui a dit que il va entrer, il n'est pas encore entré en vigueur, mais du moment où il entre en vigueur, le règlement proposé deviendra applicable 24 mois après son entrée en vigueur. C'est pour cela que les techniciens, les utilisateurs et tout le monde va participer à cette période transitoire pour ne pas freiner l'innovation en tant que telle, parce que l'open source sera concerné, mais partiellement, puisque ça concerne tout ce qui est lucratif. Le Cyber Resilience Act porte sur les produits commercialisés. Mais on n'est pas en quelque sorte dans un domaine où tout est interlié ou interconnecté. Et là, je te pose la question concernant l'open source. Justement, c'est mon inquiétude. S'il y a l'un d'entre vous ici qui développe en open source, donc j'ai appris avec Tamara, si vous avez bien écouté ce qu'elle a dit tout à l'heure, toute personne qui ne serait-ce contribue de façon substantielle à une modification, à un change du code, est responsable de ce code si ce code entraîne une faille de sécurité. C'est-à-dire que n'importe quel développeur, si moi aujourd'hui je clone un code à partir de Git, un code source que je vais améliorer, n'importe lequel, que je vais changer, et que je vais vendre à mon client, et que j'ai fauté dans ce code, ou même je l'ai donné à un stagiaire qui travaille chez moi. J'ai juste changé 2 lignes de code à la base, qui peut-être à entraîner ou à réveiller une bibliothèque dans le code qui a créé des failles. Ce qui veut dire qu'après, ce sera moi le responsable. Justement. Voilà. Or que j'ai donné une solution open source. Voilà. Or, je suis une entreprise. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là où on développe... Oui, c'est ça, c'est la réalité. C'est pas logique, parce que dans l'open source, on a une forte communauté. Voilà. Quand je parle de la communauté Debian, il y en a au moins plus d'1 million de communautés dans le monde. Il y a environ 500 000 distributions Debian. Sur les RPM, sur les distributions sources, j'en compte même pas. Donc, comment se fait-il qu'à partir du moment où une association, une fondation, que ce soit aujourd'hui la fondation Apache, la fondation Eclipse ou la petite fondation Linux européenne, contribue à l'évolution des codes avec des gens bénévoles partout dans le monde qui ne sont pas tous qualifiés, qui ne sont pas des officiels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un geek même de ma communauté a modifié le code sur lequel je n'ai pas le contrôle et qu'on publie ce code, on est responsable. Voilà, je n'ai pas le contrôle de tout le monde. Donc pour moi, je le vois comme un frein à l'open source libre. Dans le cas où je serai un open source dans le modèle de Red Hat, dans le modèle de SUSE, où eux sont professionnalisés, où eux ils capitalisent la recherche à partir justement du monde libre, et qu'ils reprennent ces codes, qu'ils redéveloppent, ils stabilisent avec leur repository, ils ont des ingénieurs derrière, mais que par la suite on va payer les licences Red Hat. Voilà. Eux, ils vont marcher. Eux, ils vont vivre. Eux, ils peuvent dire, ah ben pour moi, oui, je peux accepter le CRA. Je peux en assumer, ça va même développer leur business. Mais nous, les startups, qui s'appuient principalement sur l'open source, parce qu'on n'a pas des milliers d'ingénieurs de recherche, on essaie de capitaliser dans une communauté de valeurs tous les gens qui partagent nos idées pour développer nos softwares, pour développer nos devices. Donc, on a besoin de ça pour la créativité. Et là, on nous met le couteau sur la gorge en disant, OK, bah, c'est comme si tout le monde était nos employés. Non, c'est impossible. Donc oui, actuellement, il y a une litige entre la fondation Linux, entre la fondation open source, que ce soit Apache, Mozilla ou Eclipse, sur ce CRA.
Heureusement Excuse-moi de t'interrompre, mais ici, je ne parle pas de litige, je parle de communication, de débat, oui. de table ronde, et je parle aussi d'une certaine collaboration afin de pouvoir appliquer un cadre juridique qui sera dans l'intérêt de tous. Parce que si on laisse libre, c'est pour cela qu'on revient à l'idée de commercialiser. Quand on commercialise, on a une part de responsabilité. Et plus on fait une prolifération d'un objet d'Internet connecté qui peut présenter un danger, on est responsable. On a une part de responsabilité. Et là, s'il vient pour faire une modification de protocole, pour apprendre des choses à titre bénévole ou volontaire, c'est une chose. Mais qu'il fasse la modification et commercialise par la suite, c'est que par ces faits, il y a eu un préjudice. C'est pour cela qu'il faut nuancer et c'est pour cela qu'on a aussi une période transitoire qui va déterminer les conditions d'application du CRA. Mais aussi, d'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Cyber Resilience Act prévoit des plafonds d'amende applicables. Bien sûr, les États membres devront déterminer le régime de sanctions qu'ils souhaitent faire appliquer. Mais là, les sanctions vont différer selon le type d'obligation non respectée. Et je vous donne une petite idée des chiffres. 15 millions d'euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel mondial total lorsque la non-conformité concerne les exigences essentielles à adopter en matière de cybersécurité. 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total lorsque la non-conformité concerne toute autre obligation contenue dans le CRA, qui est le Cyber Resilience Act. 5 millions d'euros ou 1% du chiffre d'affaires annuel mondial total lorsque des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses sont fournies aux autorités de surveillance du marché. Et là, on va au-delà même des sanctions pécuniaires et on parle. Le non-respect des obligations entraînera l'interdiction de vente des produits concernés sur le marché. Alors, tout le monde doit s'asseoir autour d'une table et on a intérêt à parler aussi bien techniciens qu'ingénieurs, que développeurs, que open source actors, que juristes, et pour trouver des solutions. Parce que, et là, par cette même occasion, ça me fait penser à comment on a suggéré de prendre une pause de 6 mois pour penser de cette évolution de l'intelligence artificielle. Et ça a été même suggéré par des acteurs du monde technique et informatique. Et en mars 2023, ils ont dit « Est-ce qu'on pourra, plusieurs centaines de chercheurs et de responsables économiques, considérant que les systèmes d'intelligence artificielle dotés d'une intelligence compétitive avec celle des humains présentent des risques pour la société ?» Et ils ont lancé un appel pour une pause de 6 mois dans le développement de systèmes plus puissants que GPT-4. Mais est-ce qu'on peut prendre cette pause? Est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité d'exécution au niveau de dire une pause pour une approche qui a d'innovation? On ne peut pas empêcher l'homme de rêver et de penser. Mais après, c'est en fonction de sa pensée, de sa folie aussi qu'il fait sa création. Mais on ne peut pas dire à l'homme arrêtez de réfléchir. Voilà. On peut lui préciser le cadre dans lequel je vais justement parler de cette problématique de l'IA et de l'IoT. Je vais parler concret de ce qu'on fait. Nous, on fait ce qu'on appelle le NoOps. C'est-à-dire que dans la conception, on fait ce qu'on appelle le DevSecOps. On va en parler tout à l'heure. Et on fait ce qu'on appelle le NoOps, ou No Operation Engineer. C'est quoi? Aujourd'hui, les IoT sont intelligentes. Ils sont dotés d'IA dits génératifs, les fameux GenAI, comme ChatGPT-4. Ces IA, aujourd'hui, sont, à la différence des IA unimodales qu'on connaît auparavant, ou les IA basées juste sur du machine learning, à la différence des deep learning, ces IA, aujourd'hui, sont capables, entre guillemets, je dis ça entre guillemets, capables de créer. Voilà. Ils ne dupliquent plus des modèles sur lesquels on les a entraînés. Ils sont capables eux-mêmes de créer d'autres modèles même. Donc aujourd'hui, les devices, nous par exemple, ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles, auparavant on s'est appuyé sur 2 outils, ce que vous connaissez tous, ce qu'on appelle les SIEM et les SOAR. Voilà. Aujourd'hui, ces outils sont accouplés avec les IA génératifs. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui même, on met en place un IA
qui remplace les ingénieurs de sécurité, qui remplace les ingénieurs de maintien en conditions opérationnelles ou de production. C'est ce qu'on appelle le NOOPS. Et ces IA sont capables de réparer les pannes, sont capables même de patcher, de prédire les failles dans la sécurité. Et donc, ils sont capables de coder. Mais ce n'est jamais parfait. Ils sont capables de créer eux-mêmes le code. Mais il n'y a jamais rien de parfait. Même ce qu'ils créent peut créer d'autres failles par la suite. Supposons maintenant que ça crée des failles. Moi, l'être humain, l'architecte, parce que je le déploie, je ne suis pas au courant, je n'ai pas été alerté, j'étais parti en vacances. On me donne un délai de 24 heures. À partir du moment où donc l'alerte a été publiée, par exemple, dans un log, on me donne un délai de 24 heures pour réparer cette panne. Au-delà de ce délai, d'alerter. Oui, d'alerter et de le fixer éventuellement. Voilà. Et je dois le fixer sous un délai de 24 heures. Si j'arrive pas, donc si je ne mets pas à jour et que je ne fais pas la transparence, ben je reçois des amendes. Mais ce n'est pas moi qui l'ai développé, c'est l'IA. C'est l'IA qui a patché. Donc c'est là que je me demande, elle est où la responsabilité? Parce que moi, j'étais en vacances. Oui, voilà. Mais tu as commencé à dire qu'il n'y a rien à 100% dans l'IA. Alors, le 1%, si ce n'est pas 100%, ça relève de la responsabilité de la personne qui a compté à 100% sur l'IA pour avoir... Oui, l'entreprise qui a adopté ce protocole. Si vraiment ça... Moi, si je dois me mettre au niveau de l'utilisateur et me faire un petit peu l'avocat de l'utilisateur, on me dit d'un côté, je suis responsable parce que j'achète une caméra à 10 balles, je suis responsable de corriger moi-même les failles de sécurité, mais je ne suis pas développeur. D'un autre côté, je n'ai pas envie de payer ma caméra 300 boules parce que c'est impayable, donc je ne suis pas trop d'accord avec l'aspect trop contraignant régulatoire. Mais je veux de l'innovation, je veux que ma caméra elle devienne intelligente, qu'elle se mette en place en route toute seule quand il y a quelqu'un qui passe devant la caméra et qu'elle ne bouffe pas de la bande passante et de la mémoire le temps restant. Donc je suis bien d'accord, moi, qu'on ait de l'open source et qu'on ait de l'innovation et qu'on ait de la créativité. Et je fais quoi, moi, au bout du compte Avec un minimum d'exigences relatives aux cybersécurité. C'est-à-dire l'essentiel, les exigences essentielles de cybersécurité. Et en plus, il y a une responsabilité de l'utilisateur de ne pas utiliser des produits gratuits, entièrement gratuits, par exemple. Mais le gratuit, c'est la mode. On fonctionne tous avec du gratuit. Je ne paye pas mon Facebook. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui. La problématique de l'interdiction du bénévolat dans le CRA et l'interdiction du gratuit, c'est que ça risque de tuer le monde open, concrètement. Voilà. Moi, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de payer des ingénieurs de recherche qui me coûtent en gros 200 000 € par an. Un ingénieur de recherche bien expérimenté. J'ai 2 doctorants, ça me coûte à peu près, on va dire, très cher, je ne vais pas le dire. mais je vais pas, on va dire, ça coûte très cher, mais je n'ai pas les moyens, c'est parce que je n'avais pas le choix. Voilà. Mais on s'appuie beaucoup sur le monde open. Il n'y aura plus de start-up si demain matin, on arrête tout demain matin. On n'a pas de technologie souveraine, nous les Français. Zéro. L'ANSSI, l'État utilise du Debian, utilise du CentOS. Ce sont des open source qui sont mis à jour par des gens bénévoles. Donc s'il y a des failles dedans qui ont été changées par des bénévoles et que l'État l'utilise même, le ministère de l'Intérieur l'utilise, l'ANSSI l'utilise. Comment est-ce qu'on va faire? Qui va se renvoyer la balle? L'État va faire comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il y avait l'IA Act qui interdit la reconnaissance faciale. Maintenant, on a les Jeux Olympiques et l'État a dit, OK, bon, l'IA Act a été adopté, sauf erreur de ma part, corrige-moi, au mois de juin 2023. Sauf que la France va réutiliser la reconnaissance faciale pendant les JO. Donc, il y a une contradiction. Est-ce qu'on va vraiment respecter alors le CRA? C'est ça, moi, il faut des lois, des règles, mais des règles qui s'adaptent aussi à la réalité du marché et à la réalité aussi professionnelle. Mais il ne faut pas juste faire des règles et là-dessus, on va dire, je ne sais pas que je suis en train de m'ériger, mais je ne suis pas d'accord avec le CRA. Il y a du bon dans le CRA.
Par exemple, on va parler tout à l'heure de security by design. Oui, c'est pour cela Voilà. qu'on impose la notion de Voilà, cyber la notion effectivement. d'analyse des risques, ça, nous, on le fait déjà dans le DevSecOps. La notion de transparence, on le fait déjà dans le DevSecOps. Même le DevOps le fait aussi. Voilà. Donc, ce sont des choses qui existent déjà, la notion de traçabilité. Donc, cette méthode-là, on l'a fait. Mais il faut que les juristes puissent travailler avec les gens de terrain. Pas que l'Union européenne puisse faire son CRA à côté, parce que c'est notre mort. Moi, concrètement, si on me dit que demain c'est adopté, OK, il y a encore 2 ans, c'est ça? Voilà. Je laisserai mon entreprise exister en France pendant 2 ans ou en Europe. Les autres, ils sont déjà ailleurs. Donc, je supprime tout ce qu'il y aura en Europe. Voilà. Et je vais me déménager, je vais rester au Canada ou à New York. Voilà. Donc, mais c'est notre business. Voilà. Donc, on ne peut pas, ça, dans l'état actuel des choses, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Je suis chercheur en supercalculateur. Quand je travaille avec la TGCC, je travaille avec le CEA, le CERN, et c'est l'Europe qui nous finance. Voilà. S'ils veulent avoir leur souveraineté, il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils s'appuient à 90% sur l'open source, et c'est ce qu'on utilise. Voilà. Donc, il faut être pragmatique dans cette approche. Voilà. Il faut faire des règles en fonction aussi de la réalité. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a eu un débat un peu houleux et passionné, bien évidemment, avec Tamara. Il y a aussi un autre côté qui est le marquage, tout ce qui est conformité européenne, à l'Union européenne. Et là, on parle aussi de certification. Et on parle de la nécessité que, bien que c'est volontaire, il y a beaucoup de sociétés, dans un souci de compétitivité, qui s'adressent à ces listes de conformité et qui commencent à se mettre en conformité, même si les niveaux de certification sont élémentaires, substantiels et élevés et qui ne sont pas appliqués à 100%, mais on commence à initier les utilisateurs et les fabricants à approcher différemment. L'utilisateur, quand il voit au même prix un objet connecté qui, un, y est certifié et l'autre n'est pas certifié, je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise d'acheter l'objet connecté certifié. Et c'est pour cela qu'on est en train de pousser vers la réflexion de security by design. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la volonté d'avoir un frein pour tout ce qui est innovation et open source, mais réglementer cela ou organiser cela de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour l'utilisateur et par la suite pour les États aussi. Parce que une fois que le chaos est là, on ne peut plus contrôler l'impact qui va s'engendrer de ce chaos-là. Et là, on arrive à la dernière question qui est le GRC. Et tu avais des... Oui, on a parlé de gouvernance des risques, donc gouvernance risque et conformité. Le CRA nous dit aujourd'hui, donc pour nous tous, je pense qu'il y a des ingénieurs ici et des architectes, qu'il faut donc à partir de maintenant designer, développer ou que vous voulez coder ou que vous fabriquez de l'hardware, il faut développer avec rigueur et sécurité, donc la GRC, donc, et avec transparence. Et moi, je réponds à cette règle, mais le monde de l'IT a déjà fait ça depuis des lustres. Avant de construire, avant de builder un besoin client, il y a les product owners qui vont communiquer avec le client, qui vont parler avec le métier, qui va évaluer le business impact, qui va évaluer le SLA, si c'est une application Gold, une application Silver ou une application en bronze, et qui va proposer des plans de secours, que ce soit sur les plans de continuité d'activité ou les plans de reprise d'activité, qui vont proposer des solutions de load balancing ou de failover, des solutions de réplication en cas d'interruption de service. Donc ça fait déjà, ce security by design, ça fait déjà partie des méthodologies qui existent dans l'IT, que ce soit depuis qu'on a fait le waterfall, que depuis qu'on a fait le DevOps ou le DevSecOps. Donc nous, on le sait déjà, on sait déjà faire de l'analyse des risques. Parce que c'est même l'essence pour nous, en tant qu'architecte, même si vous êtes que technicien ici, en tant qu'architecte, pour définir ce qu'on appelle une architecture cible, un besoin client. N'importe qui sait faire ça aujourd'hui. C'est la première des choses à faire. Parce que les impacts qu'ils peuvent avoir là-dessus, ça peut être des impacts sur votre image, des impacts financiers, mais des impacts juridiques aussi,
si votre application failed. Donc il faut imaginer ça. Et ça, nous, on le fait déjà dans la phase de conception. C'est ce qu'on appelle l'analyse des risques. Voilà. Par la suite, une fois qu'on a fait cette analyse des risques, on dimensionne techniquement notre technologie. Donc on met déjà de la transparence là-dessus. Quand on conçoit, je ne sais pas moi, un service dans le cloud ou en on-premise, bah, on a tout le temps des documents de traçabilité. On a les documents d'architecture technique, on a les documents d'exploitation, on a aussi les différents documents de conformité, donc que ce soit des conformités GXP ou tout ce que vous voulez, ou Sarbanes-Oxley. Donc, tout ça suit le cycle de vie des développements applicatifs. De même, depuis qu'on a fait du DevOps, on a fait ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est ce qu'on appelle la méthodologie Kaizen. Donc, on a déjà pensé ça avant que le CRA nous demande de mettre en place le GRC, la gestion des risques et l'amélioration continue. Voilà. Donc, on a déjà pensé ça, nous. C'est ce qui existe déjà aujourd'hui, que ce soit dans le cloud. Voilà. Sauf, oui, là où je dis que ça n'existe pas, probablement sur l'IoT. Parce que l'IoT, ce sont des produits pas chers. Voilà, c'est ça la base de l'IoT. Ce sont des produits qu'on utilise partout dans le monde. Dans la cuisine, les caméras IP, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'avantage du CRA là-dessus, là je suis d'accord avec Tamara, c'est que ça permet de responsabiliser les fabricants. Voilà. Donc, je suis d'accord pour responsabiliser maintenant les fabricants, mais ça va augmenter aussi le coût de l'IoT. Et ici, on parle aussi bien fabricants que distributeurs, importateurs et autres personnes. Ouais. Mais d'un côté, ça va créer aussi une fracture sociale. Voilà. C'est-à-dire que peut-être plus tard, il y aura dans ce qu'on appelle l'IoT, des gens qui auront les moyens d'y accéder, mais d'autres n'auront pas les moyens d'y accéder, qui n'auront plus les moyens d'y accéder. Avec voilà. La démocratisation de tous les objets connectés, je doute pas. Et le problématique aussi dans la CRA aujourd'hui, c'est qu'il faut que les utilisateurs soient formés. Comment est-ce que je forme un utilisateur à mettre à jour à l'IoT de notre vie quotidienne voilà. Maintenant, avec toutes les mises à jour qu'on a sur le téléphone et sur... Donc, il faut aussi donc publier un document, un manuel du fabricant. Limite, c'est publier un DEX. Un DEX, c'est le document d'exploitation qu'on donne aux ingénieurs de production, qui ne font pas des modifications, mais qui font des changes mineurs. Donc, quasiment, on donne le DEX à des utilisateurs normaux. Donc, oui, il faut de la formation. Oui, là-dessus, la formation va marcher. Mais ça va recréer une autre fracture sociale aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans le fracture numérique, il y a les moyens financiers, mais il y a aussi la connaissance. Voilà. Donc le numérique s'accélère tout le temps. Et ça s'accélère à grands pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas encore totalement paramétrer le réseau ou utiliser Internet. Pourtant, on est déjà loin, on fait déjà du Gen AI. Donc, ça va encore creuser. Voilà. Donc, ça ne facilitera pas les utilisateurs. C'est là, on va dire, que je trouve les freins du CRA aussi. Et est-ce qu'au bout du compte, je peux espérer que le CRA, combiné avec DevOps, avec quelques contraintes en plus, va me permettre d'avoir ma caméra intelligente à un prix peut-être un peu plus cher qu'aujourd'hui, mais certifié CE, et un minimum sécurisé pour qu'on ne me voit pas sortir de ma douche en petite tenue? Seule la recherche pourra répondre à ça quand les coûts vont se réduire et quand la technologie s'améliorera. Voilà. Mais aujourd'hui, construire un chip, ça a quand même des coûts. Voilà. Et aujourd'hui, construire un chip, l'Europe n'en est toujours pas encore capable. Voilà. Donc, on a encore du mal. Voilà. On n'arrive pas à le faire. On a eu ARM, mais on se les fait voler. Donc, ça va être encore lent. Donc aujourd'hui, déjà, la quête de l'Europe, déjà, c'est avoir une souveraineté, mais une souveraineté ne se fait pas avec des textes. Oui, ça doit se faire avec des actes concrets. Voilà. D'ici quelques années, c'est comme si les circonstances vont imposer cela. C'est pour cela qu'on prévoit les textes et on prévoit une période transitoire et on parle et on voit comment l'application va nous prendre dans telle ou telle direction. Mais c'est un passage obligé, je pense. C'est un passage obligé, je suis d'accord qu'on puisse définir des règles. Je n'ai pas dit non, mais il faut que ça soit concerté.
Il faut que ce soit pragmatique. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à l'implémentation du RGPD qui a pris des années, qui est encore en cours aujourd'hui, où il y a encore des résistances, mais on voit quand même des avancées de certains gros acteurs américains qui commencent tout doucement à infléchir la direction. Oui, même les Américains nous ont copié avec le California Privacy Act. Donc oui, on peut accepter le RGPD. C'est une amélioration, mais le RGPD, oui, c'est adapté. Voilà. Et elle a été concertée avec tous les acteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on a pas... Je pense que c'est un petit peu le mot de la fin ici. C'est passionnant, mais il y a des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, une question vraiment toute bête, parce que je constate qu'au fur et à mesure, on met des briques pour patcher et on remet d'autres briques et on crée de nouvelles vulnérabilités. Est-ce que ça ne serait pas plus simple, à un moment donné, pour le constructeur ou l'éditeur, de dire, bon, à l'heure actuelle, je vends ma caméra IP, je vends ma machine à laver connectée, et à tel moment, elle sera plus soutenue, d'accord? Qui est un peu une sorte de manière de dédouaner le fabricant, le vendeur, des vulnérabilités à venir du périphérique qui vous a vendu. Oui, donc si on veut éviter les patchs, je comprends très bien, c'est-à-dire qu'il faut développer from scratch, c'est-à-dire à partir de rien. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et là, je parle de souveraineté. Nous, on n'a pas de système d'exploitation souveraine. Tous les systèmes d'exploitation qu'on utilise aujourd'hui s'appuient sur une seule et unique système d'exploitation qui est Unix, développé par Andrew Tannenbaum, qui est devenu par la suite Minix, première distribution FreeBSD en 1970. Minix qui a été cloné en 1991 par Linus Torvald, devenu Linux. Voilà. Ce système d'exploitation occupe aujourd'hui 70% des infrastructures qui existent dans le monde. Vos téléphones Android, c'est du Linux. Votre smartphone iOS, Apple, c'est du Unix. Le Mac OS X, le X à la fin, ça veut dire POSIX, Portable Operating System, basé sur Unix. Jamais, il n'y a pas de création de système d'exploitation. DOS, c'est une clone d'Unix. Ça n'existe pas aujourd'hui, une personne capable de créer un operating system. Donc c'est là le débat de la souveraineté. Le premier puce qu'on a utilisé avec l'architecture 32 bits, c'est américain. Tous les puces qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit Intel, AMD, c'est américain. Et on a aujourd'hui la tension géopolitique entre la Chine et le Taïwan. Voilà. Taïwan étant le producteur de chips au monde. En voilà. fait, ce que vous proposez, c'est une espèce d'obsolescence programmée par le code. Ça a été... Oui, c'est pour cela qu'il y avait une idée dans le Cyber Resilience Act de préciser le cycle de vie de 5 ans. C'est pour cela qu'on a essayé, mais cela a été supprimé c'est-à-dire en juin 2023, parce qu'on peut dédouaniser, si vous voulez, le fabricant. Mais nous, on précise que, s'agissant des risques posés aux produits comportant des éléments numériques, gérer et corriger sans délai les vulnérabilités du moment où il prend connaissance de ces vulnérabilités. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit une prolongation dans le temps d'un certain suivi, bien qu'il a vendu l'objet et il est responsable pour un certain temps. Et c'est pour cela qu'on parle de cycle de vie. Maintenant, aussi, on parle de diffusion sans délai et gratuite. Tant qu'il n'y a pas d'obligation, on n'aura pas cet état d'esprit, cet état d'âme dans le fabricant qui commercialise, chez le fabricant qui commercialise. Mais il a le droit d'avoir une certaine transparence quand il achète un produit, bien qu'il l'achète à un bas prix, l'utilisateur. C'est pour cela qu'on essaye de mettre en place un certain, pas rapport de force, mais un équilibre au niveau information, si vous voulez, sans que ça soit un frein, bien sûr, puisqu'on parle de seulement les entités à but lucratif qui sont en train de commercialiser. Maintenant, je pense que ce sont des habitudes, comme on parle d'hygiène normale, maintenant on parle d'hygiène numérique, on va vers les produits certifiés parce que c'est plus conforme. Les utilisateurs doivent avoir de nouvelles habitudes et aussi le développeur ou le fabricant doit commencer à regarder de plus près certains critères dans l'achat et la commercialisation et la distribution de certains objets d'Internet.
Et est-ce que tu as d'autres avis? Mais enfin, personnellement, je saute un peu dans le débat parce que je suis un peu surpris par rapport à cela. J'ai des clients qui ont encore des serveurs Windows 2003 qui ne sont plus supportés. Ben voilà, je vois monsieur qui fait oui de la tête. C'est plus supporté depuis quand? Ça fait plus que 10 ans que c'est hors support, qu'il n'y a plus de patching, qu'on ne bouge plus les failles de sécurité. Et pourtant, il y a des sociétés qui continuent à utiliser cette plateforme. Et par contre, il y a d'autres sociétés qui font un bloc total sur tout ce qui est 2003. Voilà une question. Oui, voilà, c'est leur choix. Ils ont une part de responsabilité. Exactement. Du risque qu'il encourt. Qu'il y a un risque, que je cours un risque. Oui. Et j'assume. Ok, pour ça, on parle d'open source. Vous utilisez tous Windows, ok? Windows utilise aujourd'hui son propre noyau, qui est différent de ce qu'on appelle l'architecture Linux. Dans l'architecture Linux, au niveau des gestions des droits, il y a les ACL, mais il y a aussi SC Linux. Aujourd'hui, Windows, c'est ce qui a fait toutes les attaques dans les centres hospitaliers. Donc, utilise un protocole de partage de connexion. Ça s'appelle CIFS, ou SMBV1, si vous voulez. On attaque souvent ce protocole via le protocole UPnP. Le protocole UPnP sur le routeur, c'est le protocole, quand vous êtes chez vous, sur votre box, vous permet d'envoyer votre screen à l'écran ou votre image. Donc, il travaille avec le protocole SMB. Ce protocole ne nécessite pas une authentification. Mais ça, c'est Windows. On utilise encore Windows. Et je peux hacker n'importe quel système, ou même un PC Windows ici, au moment où nous parlons, à partir du moment où j'arrive à hacker un Wi-Fi. Et ce n'est pas compliqué d'hacker un Wi-Fi aujourd'hui. C'est à la portée de tout le monde. Je vais y finir. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la responsabilité de Windows, c'est un éditeur. Il connaît ce faille. Ça existe depuis toujours, CIFS. Et c'est connu. Mais Windows l'utilise encore. Qu'est-ce qu'il va faire avec le CRA alors? Non, mais c'est là où aussi on parle depuis tout à l'heure de ethical hacking et de déontologie et d'éthique. C'est pour cela que aussi on prévoit un cadre juridique. Ça revient au même, c'est-à-dire on est en train de faire une éducation pour dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on fera ça? Moi, en tant que développeur, je peux montrer les failles de l'architecture de Windows. Windows a déjà compris ça depuis un moment. Ils ont déjà, depuis qu'ils ont commencé en 2016, à créer leur propre sub-kernel avec leur propre Linux. Voilà. Et ils tentent aujourd'hui à développer leur prochain OS basé sur du Linux. Mais si le CRA s'applique, donc moi, en tant que développeur, je peux porter plainte contre Windows. Parce que tout le système, depuis qu'on l'utilise, il y a des failles qui existent dedans depuis 20 ans et qui ne sont pas corrigées jusqu'à maintenant. Sur les supercalculateurs que j'utilise même et que j'ai créés, il y a des interconnects qui ont des failles, mais que je ne peux pas moi-même réparer. Sinon, il faut que je refasse toute l'architecture. Mais nous, on connaît ces faits, mais on ne va pas le parler au public. Mais le CRA m'oblige à le parler en public. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir enfreindre mon habilitation secret défense. Eh bien, je pense qu'on va te laisser avec ce cas de conscience cornélien. Je vous invite à nous rejoindre au buffet pour continuer cette discussion. Je voudrais remercier Tamara et Raymond pour cette discussion passionnante. Merci à tous.